Dans les rues de la Nouvelle-Orléans, l'argent de la drogue circule à plein, au point où les trafiquants achètent la collaboration des policiers de la ville. Les agents de police deviennent les protecteurs des barons de la drogue. Ils n'hésitent pas à user de leur autorité pour faire taire ceux qui osent protester. Des agents secrets devront mettre leur vie en danger pour faire cesser le règne de terreur de ces faux représentants de la loi. En 1993, la Nouvelle-Orléans était bondée de touristes qui ne cherchaient qu'à s'amuser, même si ce n'était pas toujours dans la légalité. La cocaïne était alors très en demande et les vendeurs de drogue avaient les poches pleines de billets. Cette industrie repose sur l'intimidation et la violence. Pour se protéger, les barons de la drogue cherchèrent à corrompre les policiers pour obtenir leur protection. Et les agents se remplissaient les poches tout en donnant encore plus de pouvoir à ces criminels. Ils contrôlaient le territoire comme une bande de gangsters et n'hésitaient pas à terroriser les citoyens innocents. L'agent Stan Hayden du service anticorruption du FBI à la Nouvelle-Orléans était bien conscient du problème auquel il était confronté. Nos informateurs nous ont appris que le système de corruption était multiforme et que plusieurs catégories de policiers étaient impliquées. Mais le plus troublant, c'était le fait que les agents de police travaillaient dans la rue avec les vendeurs de drogue, qu'ils les protégeaient et qu'ils leur avaient même volé de l'argent et de la drogue. L'un de ces vendeurs s'appelait Terry Adams. Dans la rue, son surnom était Scaboo. Ce petit vendeur sans envergure se faisait extorquer de l'argent par l'agent Sammy Williams. Mais cette fois-ci, l'argent que Scaboo avait donné à Williams ne semblait pas le satisfaire. La veille de Noël, Williams demanda à Scaboo de lui remettre la somme de 10 000 $ avant 18 heures. Si Scaboo n'obtempérait pas, Williams le rouerait de coups et il le ferait emprisonner pour au moins 20 ans. Vers 17 heures le même jour, l'agent spécial Stan Hayden s'apprêtait à quitter le bureau. Il répondit à un dernier appel. C'était Scaboo. Il n'avait plus beaucoup de temps. Il confia à Hayden qu'un policier corrompu le faisait chanter, mais qu'il n'avait pas réussi à ramasser les 10 000 $ qu'il devait lui donner. Il ne lui restait plus qu'une heure. Quand Scaboo m'a appelé, je me suis dit que c'était sans doute notre meilleure chance de mettre un terme à cette corruption. Nous nous sommes rencontrés. Il nous était impossible de réunir cette somme avant 18 heures, puisqu'il ne restait alors que 30 minutes. Hayden et son collègue mirent rapidement un plan au point. Scaboo rencontrerait l'agent comme prévu, mais il porterait un micro sur lui. Et les agents du FBI ne pouvaient malheureusement pas réunir les 10 000 $ en aussi peu de temps. Scaboo devrait tenter de convaincre Williams d'accepter de plus petits versements en plusieurs fois. Après avoir reçu l'assurance de Hayden qu'il serait sous surveillance en tout temps, Scaboo se rendit au lieu de la rencontre. Le policier Sammy Williams était encore dans l'exercice de ses fonctions quand il arriva. Un prisonnier menotté était assis sur la banquette arrière de sa voiture. Williams conduisit Scaboo à un endroit désert derrière une poissonnerie. Il lui ordonna de laisser les 10 000 $ dans le coffre. Scaboo lui dit alors qu'il n'avait que 3 000 $, mais qu'il lui donnerait le reste bientôt.
Si le policier l'arrêtait maintenant, il ne toucherait jamais les 7000 autres dollars. Les agents du FBI espéraient que Williams accepterait le marché de Scaboo, ce qu'il fit. Tout avait été enregistré. Cet enregistrement servirait sans doute plus tard à exposer la corruption au sein du service de police de la Nouvelle-Orléans. Notre objectif principal était de mettre en œuvre un plan pour faire inculper le plus grand nombre d'agents corrompus possible. Au cours des jours qui suivirent, des agents ainsi que des avocats du bureau du procureur général commencèrent à planifier l'opération qu'ils appelèrent « Shattered Shield » ou « bouclier anéanti ». Après avoir donné 2 autres versements d'argent à l'agent Williams, Scaboo avait gagné sa confiance. Le FBI profita de la situation pour passer à la seconde étape de l'opération. Scaboo devait faire une proposition à Williams. Il devait prétendre que ses affaires prenaient de l'expansion et qu'il avait besoin de plus de policiers pour le protéger. Si Williams était intéressé à toucher plus d'argent, il n'avait qu'à trouver d'autres policiers corrompus. Williams mordit à l'hameçon. Scaboo le rencontra à la mi-janvier 1994 pour un autre versement. Il était accompagné d'un autre policier. Il s'agissait de son partenaire, Len Davis. Cela n'avait rien de surprenant. Davis avait déjà la réputation d'être un vrai gangster sous son uniforme de policier. En écoutant les enregistrements, l'agent Hayden constata cependant qu'il y avait un problème. Davis et Williams parlaient dans le langage codé des narcotrafiquants. Pour procéder à des inculpations, le FBI devait enregistrer les policiers parlant un langage que le jury comprenait. Hayden pressa Scaboo de faire dire à Williams et Davis le mot « drogue » afin qu'aucun doute ne soit possible lors de leur procès. Mais lorsque Scaboo déclara aux policiers que la drogue était arrivée, Davis eut immédiatement des soupçons. Quand on est dans le monde de la police, on sait que si quelqu'un dit les choses telles qu'elles sont, c'est que cette personne nous tend peut-être un piège. Davis poussa Scaboo à l'intérieur de la voiture et demanda à Williams de conduire. Les agents du FBI ne pouvaient pas suivre les policiers dans ces rues désertes. De plus, ils mettaient la vie de Scaboo en danger. Il n'y avait qu'à attendre et écouter la conversation. La voiture s'arrêta et Davis se mit à hurler. Il dit à Scaboo de ne plus jamais prononcer ce mot devant lui. Williams et Davis déshabillèrent Scaboo à la recherche d'un micro. Scaboo était convaincu qu'ils allaient le tuer. Miraculeusement, ils ne le trouvèrent pas. La confiance était revenue. Scaboo continua à payer Davis et Williams pour leur protection. Pour le coup suivant, ils le conduisirent à un magasin où une livraison de drogue devait avoir lieu. Scaboo laissa un sac à la consigne. Il passa le ticket à un policier qui jouait le rôle d'un acheteur. Celui-ci put alors récupérer le sac. Williams et Davis surveillaient la transaction. On leur avait promis 1000 $ pour chaque kilo de cocaïne vendu sous leur protection. Pour eux, c'était de l'argent facilement gagné. Chaque fois, Davis et Williams rencontraient Scaboo dans une ruelle derrière le magasin pour toucher leur argent. Le FBI enregistrait toutes leurs conversations.
Graduellement, l'opération Shattered Shield échafaudait une preuve solide contre les policiers corrompus. Le FBI enregistra les conversations des policiers jusqu'au printemps de 1994. Une fois que les agents du FBI furent convaincus que Davis et Williams étaient solidement impliqués, ils étaient maintenant prêts à donner encore plus d'ampleur à l'opération. Le commerce de cocaïne avait encore augmenté et Williams et Davis devraient bientôt engager davantage de policiers corrompus. Les agents fédéraux espéraient leur mettre le grappin dessus. Il fallait cependant être prudent. Les policiers auraient des soupçons si les affaires de Scaboo se développaient trop rapidement. Ils devaient faire entrer en scène un trafiquant de drogue plus important, quelqu'un dont la notoriété justifierait de plus grands arrivages de drogue. Hayden fit appel à l'agent secret Juan Jackson. J'étais alors à New York. On m'a demandé de me rendre à la Nouvelle-Orléans pour qu'on puisse me poser quelques questions et me mettre au courant de l'enquête. Bien souvent, pour ce genre de mission, la police est à la recherche d'un type de personne bien particulier, en termes de taille, de poids, de couleur de peau et ainsi de suite. L'agent, surnommé JJ, jouerait le rôle du fournisseur de cocaïne de Scaboo. Il lui ferait une proposition, stocker la drogue à la Nouvelle-Orléans avant de la redistribuer ailleurs au pays. Je devais jouer le rôle d'un narcotrafiquant. Je l'avais déjà joué auparavant et j'avais des liens à Miami et à New York. Avec l'arrivée de JJ, l'opération Shattered Shield devenait littéralement une grosse entreprise. Jackson était l'un des meilleurs agents secrets du FBI. Il était intelligent et avait acquis déjà une solide expérience. Sa vie était cependant entre les mains de Scaboo, et ce dernier n'avait pas reçu l'entraînement approprié. Jackson devait d'abord établir une profonde relation de confiance avec Scaboo, sinon ils risquaient tous les deux leur vie. L'agent Jackson et l'informateur Scaboo pratiquèrent longuement leur rôle avant le vrai test devant les agents Davis et Williams. Jackson était originaire du nord des États-Unis et Scaboo était un homme du Sud qui avait été trafiquant de drogue toute sa vie. Ils devaient se trouver un passé commun. Ils décidèrent de prétendre qu'ils s'étaient rencontrés dans l'armée. Après leur service militaire, ils étaient restés en contact. Ils mirent au point tous les détails de leur amitié, leurs manies, les faux souvenirs qu'ils devaient connaître sur le bout des doigts et évoquer à tel ou tel moment. Nous devions garder les choses simples. Je crois que ce qui nous a le plus aidé, ce sont mes initiales, mon surnom. Peu importe le nombre de fois qu'il lui demanderait quel était mon nom, il serait obligé de leur répondre qu'il l'ignorait puisque c'était la vérité. Il me connaissait uniquement sous mes initiales, JJ. En avril, le FBI fut fin prêt à introduire JJ dans l'opération. Il arriva à l'hôtel avec la somme de 100 000 $, présumément pour payer la drogue. Pour la première fois, Williams et Davis purent apercevoir le faux narcotrafiquant. Leur première impression de JJ était très importante. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois au Sheraton. Il devait se tenir à distance et m'observer. C'était un autre test. Ils voulaient me voir avant de décider s'ils étaient prêts à passer à l'étape suivante. Scaboo fit part aux policiers du plan de JJ d'entreposer la cocaïne à la Nouvelle-Orléans. Davis et Williams étudièrent les moindres mouvements de JJ. Jackson donnait vie à son personnage devant eux. C'était maintenant sa nouvelle identité à temps plein et elle devait résister à un examen minutieux. Tout dépendait de la perception des policiers et du fait qu'ils croyaient que l'argent provenait vraiment du trafic de drogue. Le plan fonctionna. Les policiers crurent d'emblée à l'identité de ce JJ. Scaboo loua une chambre d'hôtel pour que JJ puisse rencontrer les policiers Len Davis et Sammy Williams une première fois. Nous étions en pleine représentation. C'était très important. Lors d'une première rencontre avec des truands, des millions de pensées nous traversent l'esprit. On se demande si on est crédible, si un mot ou un événement quelconque va modifier leur attitude, si ça va fonctionner ou si on ferait mieux de tout abandonner.
JJ jouait le rôle du narcotrafiquant rusé et il insista pour que les hommes se déshabillent tous pour prouver qu'ils ne portaient pas de micro. Pour cette rencontre, Jackson lui-même n'en portait pas. Cela aurait été inutile, puisque la chambre d'hôtel était déjà truffée de micros et de caméras. Puis, de façon assez audacieuse, JJ les invita à fouiller la chambre. Comme Davis et Williams étaient policiers, ils savaient comment trouver des micros. La vie de JJ était entre les mains des techniciens du FBI. C'était un beau pari. Les policiers ne trouvèrent jamais les micros. JJ gagnait peu à peu la confiance des deux hommes, même s'ils étaient entraînés à flairer les coups montés. Il ne fallait pas oublier que je me trouvais avec de vrais agents de police. Ils étaient armés. On doit toujours être conscient de la menace, savoir exactement à quel endroit ils se tiennent, ce qu'ils peuvent décider de faire et où se trouvent leurs armes. Les policiers semblèrent bientôt convaincus de l'identité de JJ et ils commencèrent à discuter de la proposition. JJ jouait le rôle d'un important narcotrafiquant de New York qui désirait établir sa base d'opération à la Nouvelle-Orléans pour y recevoir la drogue, l'entreposer et la faire surveiller par des agents de police avant de la redistribuer ailleurs au pays. JJ promit aux policiers de leur verser 5 000 $ pour chaque jour passé à garder l'entrepôt. Williams et Davis étaient enthousiastes. Ils suggérèrent même à JJ d'engager de jeunes chauffeurs, de leur trouver des uniformes et de faire peindre le nom d'une entreprise sur les camions afin de faire croire qu'il s'agissait d'une entreprise en bonne et due forme. Pour le FBI, cette rencontre ne pouvait pas mieux se dérouler. Il n'y a eu aucun accroc. Ils ont tout de suite cru à JJ. Ils ont même dit le mot magique, cocaïne. On pouvait donc clairement entendre sur notre enregistrement que ces agents de police étaient impliqués dans le trafic de drogue. Suite à cette rencontre, l'opération progressa rapidement. Les agents du FBI trouvèrent un entrepôt qui correspondait à leurs besoins à l'écart des grandes rues et des autres trafiquants de drogue. JJ et Scaboo y rencontrèrent Davis et Williams pour leur faire visiter les lieux. JJ et Scaboo ont rencontré Len Davis et Sammy Williams à l'entrepôt pour discuter des détails. Ils leur ont donné la date d'arrivée et le nombre de jours que la drogue serait entreposée. JJ a ensuite négocié le montant qui serait versé aux policiers pour la surveiller. Davis déclara à JJ qu'il avait trouvé 6 autres agents pour surveiller les cargaisons de cocaïne. Les policiers en uniforme se relaieraient toutes les 10 heures pour effectuer leur patrouille devant l'entrepôt qui contiendrait à chaque fois pour 250 000 $ de cocaïne. Au cours de cette rencontre de juin, JJ versa aux policiers plus de 10 000 $. Tout se déroula sans encombre. Mais un des aspects de l'opération dérangeait l'assistant du procureur Al Winters. Nous avons dit aux agents du FBI que si nous ne disposions pas de la preuve irréfutable que ces hommes savaient qu'ils surveillaient des cargaisons de cocaïne, nous ne pourrions pas les faire inculper. Comme les policiers se trouvaient à l'extérieur du bâtiment, ils pourraient aisément déclarer qu'ils ne savaient pas que l'entrepôt contenait de la cocaïne. Hayden devait trouver une façon de prouver que les recrues de Davis avaient vu de leurs propres yeux la drogue. Son équipe mit un plan au point. Il fallait enregistrer les policiers au moment où ils voyaient la drogue arriver et discutaient des livraisons. La drogue était livrée à l'entrepôt à raison d'un week-end par mois, selon l'horaire établi. À la mi-juillet, le FBI envoya une cargaison que les gardiens n'attendaient pas. Il y avait déjà de la cocaïne dans l'entrepôt lorsqu'un agent du FBI, déguisé en livreur, arriva avec une cargaison supplémentaire. Il commença à décharger sa camionnette sous le regard inquiet des policiers. L'opération se faisait à ciel ouvert,
C'en était trop pour l'équipe de Len Davis. Il refusait tout simplement de voir la drogue. Ils ne voulaient pas être témoins de l'arrivée de la drogue à l'extérieur de l'entrepôt. Les policiers appelèrent Sammy Williams sur le téléphone portable que lui avait donné JJ. Williams appela ensuite JJ. Ce dernier se rendit immédiatement à l'entrepôt avec Scaboo. Il adopta l'attitude du trafiquant de drogue agressif. J'étais en train d'engueuler ce livreur. On se criait littéralement au visage. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es fou ou quoi? Et l'autre nous observait. Un des policiers a appelé Len pour lui raconter ce qui était arrivé. Pour les policiers, cette opération clandestine n'avait rien de professionnel. Inquiet, l'un d'entre eux fit un autre appel. Sammy Williams arriva sur les lieux et tenta de régler la situation. JJ lui expliqua que le livreur s'était fourvoyé. Il demanda aux policiers d'escorter son camion jusqu'à l'extérieur des limites de la ville. C'était risqué, mais cela fonctionna. L'épisode avait permis de démontrer que les policiers savaient exactement ce que l'entrepôt contenait. Toute la scène avait été filmée. Cet incident avait éveillé la méfiance des policiers. Ou bien JJ était un amateur, ou alors il faisait partie d'un coup monté. Les policiers décidèrent de le surveiller plus étroitement. L'opération Shattered Shield se poursuivit au cours de l'été torride de la Nouvelle-Orléans. En août, la chaleur rendait la surveillance extrêmement pénible. Les policiers se plaignirent du fait qu'ils devaient constamment faire fonctionner l'air climatisé de leur voiture. Ils souhaitaient avoir des véhicules plus confortables pour passer d'aussi longues heures à surveiller l'entrepôt, peut-être une camionnette. Les agents de police demandèrent à Len Davis de leur trouver un véhicule. Davis en parla à JJ. Pour le FBI, c'était une chance inespérée. Les policiers, accablés par la chaleur, donnaient ainsi une occasion en or aux agents qui les surveillaient. Le FBI demanda sans plus attendre l'autorisation de la cour de dissimuler des micros dans la camionnette. Les techniciens installèrent du matériel ultra sophistiqué. Ce matériel devait être fiable, car on ne pourrait pas l'entretenir au cours des mois à venir. Cette camionnette était le cheval de Troie idéal pour avoir accès à des renseignements. La camionnette toute neuve éveilla tout de même les soupçons des policiers. Ils cherchèrent à savoir si le véhicule n'avait pas subi quelques modifications. Ils demandèrent à Davis où il l'avait obtenu. Comme Davis faisait une confiance aveugle à JJ, il répondit qu'il l'avait loué lui-même. Cela rassura les policiers. Davis n'était pas intéressé à ce que quiconque vienne perturber le versement des paiements qu'il touchait. Le FBI apprendrait bientôt jusqu'où il était prêt à aller pour protéger ses intérêts. 3 mois s'étaient écoulés depuis le début de l'opération Shattered Shield et le nombre d'agents de police de la Nouvelle-Orléans qui faisaient l'objet d'une enquête du FBI grandissait sans cesse. Len Davis et JJ se rencontraient fréquemment pour discuter des cargaisons de cocaïne et du montant versé aux policiers. Il menaça JJ à plusieurs reprises. Ils nous disaient qu'ils contrôlaient la ville et qu'ils pouvaient faire ce que bon leur semblait. Et ils me l'ont répété souvent. Ils n'hésiteraient pas à cesser l'opération s'ils le jugeaient nécessaire. Mais Davis était avide. JJ n'était pas sans savoir que tant qu'il le paierait, il ne mettrait pas ses menaces à exécution. C'est Davis qui dirigeait les autres agents. Il les recrutait et établissait les horaires en se servant de son téléphone portable. Il se plaignait alors de ses notes de téléphone trop élevées. JJ lui offrit donc un nouveau téléphone portable qui ne lui coûterait plus rien. Encore une fois, Davis permettait sans le savoir au FBI d'obtenir davantage de renseignements. Et les micros cachés dans la camionnette valaient leur pesant d'or.
2 policiers qui faisaient le guet la nuit y emmenèrent des prostituées. Les micros recueillirent tout, même les indiscrétions sexuelles des agents. En entendant cela, Karen Jenkins appela immédiatement JJ. Peut-être pouvait-il tirer avantage de cette situation. JJ s'en plaignit auprès de Davis par téléphone, en espérant obtenir une réaction de sa part. Il lui dit qu'il avait fait surveiller l'entrepôt et constaté que les policiers ne faisaient pas leur travail. Il lui rappela qu'il ne payait pas les policiers pour avoir des relations sexuelles. Il ordonna à Davis de régler cette histoire sans plus tarder. Davis arriva sur les lieux en colère. Ces hommes risquaient de lui faire perdre un contrat payant. Len Davis était furieux. C'était d'abord et avant tout un homme d'affaires. Il voulait que l'opération fonctionne. Il était furieux du fait que moi j'étais en colère. Il s'est rendu sur place et il a chassé tout le monde. L'appel de JJ eut un gros impact sur les hommes de Davis. Mais cet événement avait rendu les policiers corrompus encore plus suspicieux. Pour eux, JJ était la clé du problème et il leur serait beaucoup plus facile de diriger eux-mêmes l'opération. Ils discutèrent de la meilleure façon de tuer JJ. Leurs plans alarmèrent l'agent Karen Jenkins. En les entendant déclarer qu'ils s'attaqueraient à notre agent secret, j'ai eu des frissons dans le dos. Cela m'a effrayée. Avant d'être à la Nouvelle-Orléans, j'avais déjà travaillé avec JJ dans un autre bureau. Je le connaissais donc personnellement. J'étais très inquiète. Malgré les menaces, JJ était résolu à donner encore plus d'expansion à son opération secrète pour inculper le maximum de policiers possible. Il annonça à Davis que la plus grosse cargaison devait arriver juste avant Noël, après quoi il déménagerait sa base d'opération dans un autre secteur de la ville. JJ devait constamment faire en sorte que l'enregistrement de ces rencontres fournisse de plus en plus de preuves incriminantes sans éveiller les soupçons de Davis. Il était très prudent. Il était attentif à tout ce que je disais. Parfois, au cours de nos conversations, j'utilisais le mot cocaïne et il comptait le nombre de fois que je l'avais fait. Il me disait alors, par exemple, « JJ, tu as utilisé 5 fois le mot cocaïne et 5 fois le mot kilo ». Je devais donc être très prudent. De leur côté, Hayden et son équipe écoutaient les policiers comploter. À un moment donné, ils parlèrent de tuer les livreurs et de s'enfuir avec la cocaïne. En conséquence, les agents changèrent les heures de livraison et établirent de nouveaux itinéraires vers l'entrepôt. Ainsi, ils déjouaient les plans des policiers. Il y avait une telle quantité de policiers corrompus que les agents du FBI ne pourraient pas les faire incriminer tous sans l'aide d'un allié puissant au sein des forces policières. Malgré le danger qu'il y ait des fuites, ils approchèrent le service de police de la Nouvelle-Orléans. En octobre 1994, il y eut des changements majeurs au sein du service. On nomma un nouveau chef de police, Richard Pennington. Pennington était originaire de Washington. On l'avait engagé dans l'espoir de redorer le blason de la police de la Nouvelle-Orléans. Le FBI le convoqua à une réunion. Hayden lui présenta alors JJ. Il l'informa que grâce à l'opération Shattered Shield, on avait constaté que le service de police qu'il s'apprêtait à diriger était corrompu. Sa coopération était essentielle au succès de l'opération. Dans les rues de la Nouvelle-Orléans, Davis et Williams étaient toujours des policiers actifs. Ils effectuaient leur patrouille sur le territoire qui leur avait été attribué. La liste des gens qui avaient porté plainte contre Len Davis était longue. Au cours d'une nuit d'octobre, Len Davis et Sammy Williams se rendirent dans un quartier en développement au cours de leur patrouille. En voyant les deux agents, 2 adolescents prirent la fuite. Williams rattrapa l'un d'eux et lui asséna un coup. Il le laissa ensanglanté dans la rue. Kim Groves, la tante de la victime, décida alors que les policiers avaient terrorisé son quartier depuis assez longtemps.
Le lendemain, cette femme de 32 ans et mère de 3 enfants porta plainte contre Len Davis et son collègue. Les 2 policiers avaient abusé de leur pouvoir. Un agent annonça la nouvelle à Davis. Mike McMahon, l'assistant du procureur, suivait l'affaire de près. Non seulement a-t-elle indiqué que Sammy Williams avait fait preuve de brutalité, mais elle a également porté plainte contre Len Davis qui a laissé son collègue frapper la victime. Len Davis est alors devenu furieux. Pour Davis, la plainte de Groves ne pouvait pas arriver au pire moment. Il risquait d'attirer l'attention alors qu'un nouveau chef venait d'entrer en fonction. Len Davis jura de se venger. Le jour où Kim Groves porta plainte, Richard Pennington prêtait serment en tant que chef de la police de la Nouvelle-Orléans. Son arrivée marquait le début de la phase finale de l'opération Shattered Shield. Le FBI avait trouvé un allié. Au cours de la soirée, l'agent Jenkins enregistra 2 conversations incriminantes. Le premier appel était codé. Quelques heures après l'entrée en fonction de Pennington, Len Davis fit un appel à partir de son téléphone portable. Il donna un ordre à son interlocuteur. Le FBI enregistrait la conversation, mais à cause du code utilisé par Davis, il était difficile d'en connaître la signification. Les agents tentaient de la déchiffrer quand d'autres agents enregistrèrent la seconde conversation. Celle-ci était sans équivoque. Cette fois-ci, l'interlocuteur appelait Davis. Pendant qu'ils parlaient ensemble, le répartiteur annonça sur la radio de Davis qu'un meurtre avait été commis dans le développement de Desire. Le nom de la victime était Kim Groves. Lorsque Davis entendit la nouvelle, il eut une réaction de joie. C'était le cri de triomphe du meurtrier. L'assistant du procureur Mike McMahon fut quant à lui choqué en entendant cet enregistrement. Dès qu'il a été certain que le nom était bien celui de Kim Groves, Davis a éteint sa radio. Et puis, il y a eu un cri de joie sur son téléphone portable. Il était ravi que Kim Groves soit bien morte. En vérifiant les relevés téléphoniques, les agents découvrirent que l'homme à qui Davis avait parlé était Paul Hardy. Lors de la première conversation, Davis avait demandé à Hardy de lui donner un 30, le code de la police pour signaler un homicide. Mais cette nuit-là, le code signifiait plutôt qu'il lui demandait de tuer Kim Groves. Les agents apprirent bientôt que Hardy était un trafiquant de drogue connu du milieu et qui était à la tête d'un petit groupe de gangsters. À l'aide de 2 complices, Hardy avait agi rapidement et froidement pour la modique somme de $300. Il avait ensuite lancé de sa voiture le canon de l'arme dans un canal. Puis, il avait donné l'armature à son complice pour qu'il la garde en lieu sûr. Quand les agents du FBI comprirent le rôle de Davis dans le meurtre, ils furent de plus en plus inquiets pour la vie de JJ. Ce dernier rencontra Davis peu de temps après. Il chercha chez lui des signes d'anxiété ou de préoccupation. Mais Davis était parfaitement normal. Le meurtre de Kim Groves semblait même avoir eu un effet tranquillisant sur lui. JJ devait continuer à jouer son rôle de baron de la drogue. Il évita de lui parler du meurtre, même si ça ne lui était pas facile. J'aurais voulu l'interroger à ce sujet, mais je ne pouvais pas. La seule chose que je pouvais lui demander, c'était si quelque chose de particulier s'était produit depuis que nous nous étions vus. Il m'a répondu que non, et il a poursuivi la conversation comme si de rien n'était. Il était réellement un meurtrier au sang-froid qui aurait pu tuer quelqu'un dans la minute.
Les agents du FBI n'avaient pas dit à JJ que les policiers avaient déjà tenté de trouver des façons de l'éliminer. Mais après avoir vu de quoi Davis et ses hommes étaient capables, JJ devina qu'il serait peut-être leur prochaine victime. Quelques jours après que Len Davis ait ordonné le meurtre de Kim Groves, un agent de la police de la Nouvelle-Orléans qui participait secrètement à l'opération Shattered Shield reçut lui aussi des menaces anonymes. Elles étaient accompagnées de la notice nécrologique de Kim Groves. Le message était clair. La mort viendrait à ceux qui parleraient. Le même jour, Stan Hayden apprit que JJ ainsi que d'autres agents avaient encore été l'objet de menaces. L'agent Jenkins avait enregistré 5 policiers à l'entrepôt en train de comploter le meurtre de JJ et des livreurs. Les policiers avaient ensuite prévu voler la cocaïne et la vendre. Hayden n'avait plus le choix. Il devait mettre un terme à l'opération avant qu'il ne soit trop tard. Quand nous avons compris que la vie de nos agents secrets était en danger, nous avons dû passer à l'action. Nous devions faire quelque chose. Les agents du FBI devancèrent l'arrivée de l'importante cargaison promise à Davis par JJ. Cette cargaison de cocaïne était si importante qu'il faudrait engager 6 autres policiers pour la faire surveiller. Hayden devait maintenant trouver un endroit inconnu des policiers et où le FBI pourrait rapidement se mobiliser. Hayden et son équipe examinèrent le relais de camionneurs de Mardi Gras sur l'avenue Elysian Field. Grâce aux autoroutes, l'endroit était facile d'accès. Il était également sécuritaire si jamais une fusillade avait lieu. La cocaïne arriverait dans un poids lourd, puis serait transportée dans quelques voitures escortées par la police vers l'extérieur de la ville. Tous les détails de l'opération étaient planifiés. 85 agents secrets seraient positionnés stratégiquement le long des autoroutes. Davis apprit que l'importante cargaison était maintenant prévue pour le 18 novembre. Il n'eut aucun mal à trouver de nouvelles recrues. Davis, Williams et leur équipe étaient prêts pour l'arrivée de ce $250 000 en cocaïne. De faux camionneurs transportaient la cargaison. Du poste de commandement, Hayden et Jenkins surveillaient toute l'opération. Le moindre écart pouvait faire échouer leur plan. La vie des agents secrets était en danger et il n'y avait aucune marge d'erreur. On divisa la cocaïne en 2 lots séparés. Williams escorterait le transport d'un de ces lots et Davis l'autre. Il devait accompagner les livreurs jusqu'à l'autre bout de la ville et les protéger contre d'éventuelles gangs de la drogue ou contre des policiers. Pour nous faciliter la tâche, nous avons prévu que l'une des voitures passe par l'est et l'autre par l'ouest. 2 équipes de surveillance opéraient simultanément et nous voulions éviter qu'elles se nuisent. L'opération se déroula comme prévu. 6 autres policiers furent filmés en train de transporter la cargaison de cocaïne. Après la livraison, les agents du FBI tournèrent leur attention sur le meurtre de Kim Groves. Ils fouillèrent la maison de son tueur, Paul Hardy. Ils y trouvèrent une copie non autorisée des codes utilisés par la police, les codes même utilisés par Davis pour commander le meurtre de Groves. Ils effectuèrent d'autres fouilles chez le complice de Hardy et trouvèrent l'arme du crime, un pistolet de calibre 9 mm. Les 2 enquêtes, c'est-à-dire celle entourant l'homicide et l'opération Shattered Shield, seraient résolues au même moment. Les agents ne voulaient prendre aucun risque lors de l'arrestation de Davis et Williams. Ils se rendirent chez Len Davis au moment où il était en congé. Il fut arrêté pour le meurtre de Kim Groves et pour avoir eu des activités illégales reliées au commerce de la drogue.
Quant à Sammy Williams, les agents eurent une approche différente. Hayden espérait que Williams changerait de camp et qu'il les aiderait. Cela fonctionna. Ils ont décidé de tenter un autre coup et de m'impliquer. Je suis entré dans la salle et je me suis présenté comme étant l'agent Juan Jackson du FBI. Il est devenu livide. C'était comme si son monde venait de s'écrouler. Sammy Williams devint témoin pour le gouvernement. Son témoignage allait s'avérer d'une importance capitale. Hayden et son équipe n'avaient pas de temps à perdre. Ils devaient arrêter les autres policiers avant que la nouvelle de l'arrestation de Davis et Williams ne se propage. Nous avons arrêté Len Davis le 5 décembre. Le 6 décembre, nous avons fait comparaître tous les autres agents du service de police devant un grand jury. Le 7 décembre, ce même jury leur a ordonné de se rendre au bureau du FBI pour fournir des échantillons de leur écriture. Les recrues de Len Davis, ainsi que 60 autres collègues de la police, se rendirent au bureau du FBI, comme le grand jury le leur avait ordonné. Les policiers corrompus ne se doutaient de rien, puisqu'ils avaient été convoqués au même titre que leurs collègues et qu'ils n'avaient jamais eu à écrire le moindre mot dans le cadre de leurs activités illégales. À nouveau, la ruse du FBI fonctionna. On procéda alors à l'arrestation de plus d'une douzaine de policiers corrompus. C'était la façon la plus prudente d'agir, puisque ces agents étaient tous des hommes armés et qu'ils faisaient face à des accusations très graves. Nous avons ainsi évité de verser du sang inutilement ou de nous heurter à une résistance de la part des policiers. En cours, les enregistrements du FBI servirent de base solide à la poursuite contre les policiers. Les bandes audio et vidéo étaient plus éloquentes que les conversations codées. Elles éliminèrent tous les doutes que pouvaient avoir les jurés. Pour l'agent Karen Jenkins, les indices étaient très incriminants. Le jury a pu entendre par lui-même les conversations des policiers. Grâce aux caméras vidéo que nous avions dissimulées, il a pu tout voir de ses propres yeux. Comme le procureur Al Winters l'avait prédit au début de l'enquête, Davis tenta de convaincre le jury de son innocence. Malgré toutes les précautions que nous avions prises, Davis s'est défendu en prétendant qu'il menait sa propre opération secrète, qu'il ne l'avait pas fait suivant les procédures parce qu'il était seul et qu'il n'avait pas reçu l'entraînement approprié. Davis ne reconnut jamais sa culpabilité, mais il n'eut pas à le faire. Les bandes audio et vidéo parlaient pour lui. Les membres du jury devaient inculper des hommes qui avaient pourtant fait le serment de les protéger. Ils écoutaient les enregistrements avec beaucoup d'attention. Les enregistrements donnaient froid dans le dos. Quand nous les avons écoutés, le silence complet s'est fait dans la salle d'audience. Le jury ne délibéra que 15 minutes. Len Davis fut condamné à mort pour son rôle dans le meurtre de Kim Groves. Sa peine fut ensuite commuée en une peine d'emprisonnement à vie. Au cours de 2 autres procès, Davis et ses complices firent face à 18 chefs d'accusation pour trafic de drogue. 15 policiers furent condamnés à la prison. Comme Sammy Williams avait coopéré avec la police, il n'écopa que de 5 ans d'incarcération. Il perdit cependant pour toujours le droit de porter l'insigne de la police. Avec l'opération Shattered Shield, l'agent Hayden a obligé la ville de la Nouvelle-Orléans à s'auto-examiner. Je crois qu'à la Nouvelle-Orléans, on a toujours été plus tolérant envers certains écarts de conduite qui sont pourtant considérés comme illégaux dans d'autres parties du pays. Cela fait partie de la culture d'ici. Je suis moi-même originaire de la Louisiane. Cette enquête a toutefois été un signal d'alarme pour les citoyens de la Nouvelle-Orléans. Le service de police présentait de graves problèmes et nous devions les régler.
Quand on prête serment, on n'a aucune excuse de le trahir. Je crois que nous les avons aidés à apporter des changements importants. L'objectif des policiers est maintenant différent. Tout au service de police de la Nouvelle-Orléans a changé. Sous la supervision du chef Pennington, le service de police de la Nouvelle-Orléans a revu toute sa pratique et mis à pied d'autres agents corrompus. Les autorités policières et le FBI continuent de travailler ensemble afin de protéger les citoyens de la Nouvelle-Orléans.